Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de lutte de celles et ceux qui ont milité pour l'égalité, la justice et leur dignité. Dans les espaces censés lutter contre l'oppression, on y a trouvé de la violence, le silence et l'effacement. Parce qu'on leur a prié de patienter, de ne pas faire de vagues, de ne pas diviser le mouvement. Pour celles et ceux qu'on a mis en avant quand il fallait des images et des cautions, puis sacrifiés quand il a fallu choisir. Celles et ceux qu'on a trahis, isolés, humiliés. Ce podcast est pour elles et pour eux. Pour les voix qu'on ne veut pas entendre, les colères qu'on disqualifie, les luttes qu'on exige de taire. Ils et elles ont continué malgré l'épuisement, la peur, la honte parfois, à lutter, à parler, à tenir. Pour toutes ces chaînes qu'on a fini par briser, pour la rage qu'on ne cache plus. Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de récits de résistance et de rupture. Vous allez entendre des témoignages sur des violences, des mises au banc, du harcèlement et des formes de domination dans les espaces militants. Certaines paroles peuvent raviver des souvenirs difficiles ou provoquer des émotions intenses. Écoutez à votre rythme, prenez soin de vous, protégez-vous comme vous le pouvez, revenez plus tard si nécessaire. Ici, on se déchaîne, mais jamais au détriment de notre sécurité. Quand les luttes sociales deviennent des espaces dominés par ceux qui ont les bons mots, les bons diplômes, les bons cercles, quelque chose se perd. Le cœur de la lutte, sa raison d'être, s'éloigne. Parce qu'à force de donner la parole à ceux et celles qui savent formuler, on oublie celles et ceux qui savent ce que c'est concrètement de manquer. On se retrouve à théoriser la pauvreté et l'exploitation dans des réunions, là où personne ne la vit, à s'émouvoir de la classe ouvrière sans jamais la fréquenter. La présence de privilégiés dans les luttes change tout. Le ton, les priorités, la manière de parler, de décider, de hiérarchiser les urgences. Et doucement, sans qu'on s'en rende compte, les premiers et les premières concernés disparaissent. Ils s'éloignent, fatigués d'être expliqués, traduits ou infantilisés dans des espaces censés être les leurs. Cet épisode parle de ça, de comment on reprend ce qui nous appartient, comment on recrée des espaces où la parole populaire n'a pas besoin d'être validée, où l'on parle sans se corriger, où la colère est légitime et n'est pas de trop ensemble, qui sentent la vie, la galère, la dignité et la fierté d'être encore debout. Bienvenue dans Déchaîne, on commence. Donc je suis avec Kaina. Bonjour Kaina. En fait, on va avoir un peu la même voix parce qu'on est sœurs. Tu vis pas en France depuis 10 ans. Non, je suis maintenant basée depuis 2016 à Bruxelles. Donc oui, je suis à Bruxelles depuis maintenant 10 ans et je travaille actuellement au réseau européen anti-pauvreté comme coordinatrice de plaidoirie. Ok, mais ça consiste en quoi ça? Globalement, pour dire ça simplement, on essaye d'influencer le développement des politiques publiques dans le domaine du social et de l'emploi. D'accord. Et toi, t'as commencé à militer à peu près quand? Il y a longtemps, non? Vraiment militer, je pense 2012-2013, principalement au sein de la campagne BDS, donc boycott des investissements sanctions contre Israël. Et puis ensuite dans d'autres espaces plus ou moins parisiens. Et après, une fois que je suis revenue, enfin une fois que je suis arrivée à Bruxelles, j'ai continué. Parce que toi, l'avantage, c'est que t'as l'expérience du milieu militant parisien Mhm. et bruxellois. Ouais. Bon, on reviendra là-dessus sans doute. Et donc, t'as milité à BDS, t'as milité dans d'autres collectifs, dans d'autres collectifs? Ouais, j'ai milité donc à BDS pendant très longtemps. J'ai milité aussi donc dans dans divers endroits sur la Palestine, tiens au peuple palestinien. Puis quand je suis arrivée à Bruxelles, de nouveau à BDS, et puis ensuite dans des collectifs plutôt qui se revendiquaient libertaires sur les questions de violence policière beaucoup, et puis ensuite dans des centres anarchistes autogérés. Mais ça c'est ouais, je On pense que c'est reviendra sur cette expérience, je pense. Et donc, ça fait à peu près, tu as dit 2012, là on est en 2025, ça fait à peu plus de 10 ans c'est que ça. tu milites. Mhm. C'est à quel moment tu as compris que niveau classisme, il y avait quelque chose qui clochait dans ces espaces-là? Il n'y a pas eu de moment de déclic. Moi, j'ai milité principalement dans des espaces où les gens avec qui je militais, je prenais pour acquis, parce que c'était la réalité, parce que c'était vrai,
qu'ils venaient de la même classe sociale que moi, c'est-à-dire une classe prolétaire, ouvrière. Pour beaucoup, ils étaient soit issus de l'immigration, soit ils avaient conscience de qui ils étaient. À Bruxelles, dans des espaces qui étaient principalement blancs, j'ai un peu retenu l'expérience que j'avais à Paris, qui étaient des espaces de gauche qui soit annonçaient quand ils étaient bourgeois, soit ils le disaient pas parce que ça n'avait pas de parce qu'ils étaient pas bourgeois, quoi. Et je me souviens d'un soir, j'étais donc dans ce groupe, militant, cette organisation militante, anarchiste, libertaire, et on était, on mangeait tous ensemble, on dînait, et puis, au fur et à mesure de la discussion, on se retrouve à faire un tour de table des provenances, sociales des uns et des autres. Hormis une meuf qui était aussi issue de l'immigration espagnole prolo, c'était tous des bourgeois. Faut qu'on définisse d'abord ce que tu entends quand tu dis bourgeois. Pour moi, un bourgeois, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu où il y a un certain capital économique, une certaine sécurité économique, c'est-à-dire que et ça se retrouve en fait après dans les choix de vie que ces personnes vont faire, c'est-à-dire ne pas avoir peur du chômage, ne pas avoir peur, ne pas avoir la pression de trouver un emploi très vite, cette facilité à prendre des tafs alimentaires parce que de toute façon, tu pas à construire quelque chose puisque tout est déjà construit. Donc un capital économique, puis la certitude de toucher un héritage quelque part à un moment donné qui va te mettre bien. Capital culturel, pardon, avoir accès à la culture légitime. Un capital social, donc c'est des gens qui vont pouvoir... Bon, dans le milieu militant, ça se voit moins, mais c'est des gens qui vont pouvoir mobiliser un réseau, ou en tout cas savoir mobiliser un réseau, cette compétence-là de savoir mobiliser des réseaux. Moi, je trouve qu'il y a une particulier chez les bourgeois, c'est cette confiance en l'avenir. Je Non, comprends. c'est cette confiance en l'avenir que même si tu fais des choix pourris maintenant, c'est pas des trucs qui vont te poursuivre pour les 5 prochaines années. Alors que quand t'es pas bourgeois, quand t'es pauvre, tu sais que les choix que tu fais maintenant, si tu fais les mauvais choix, tu vas les payer pendant plus longtemps, Mm. en fait. Et donc, il y a la pression de faire à chaque fois les bons moves dans tes choix professionnels, dans tes choix d'éducation, etc. Alors que je trouve que quand tu es bourgeois, tu as cette facilité à l'échec, tu cette facilité à te confronter à l'échec potentiel et du coup de prendre plus de risques. Je trouve que dans le milieu militant, ça se ressent, par exemple, ouais, qui va faire des choix risqués de militance, qui va aller plus facilement à la confrontation, qui va accepter plus facilement de prendre des risques vis-à-vis de la police. Donc je sais pas si on a vraiment défini bourgeois, mais moi en fait je me suis rendu compte aussi que le fait de pas savoir avec qui je me retrouve fait que mon spectre, enfin mon curseur sur le spectre, il part à des extrêmes très très rapidement. C'est-à-dire que venant d'une famille assez pauvre, plutôt très pauvre même, avec aucun capital culturel et aucun capital social, faut se le dire. Enfin, sauf si tu voulais travailler Légitime. bah, sauf si tu voulais travailler à l'usine de papa. Non, mais t'as dit Mais capital culturel, du coup. oui, légitime. Mais sauf si tu voulais travailler à l'usine de papa, bah, t'avais pas de capital social. Mm. Et du coup, pour moi, si t'es pas enfant d'immigrés prolo, ben, tellement j'ai été choquée par leur silence, pour moi, j'étais automatiquement un bourgeois. Tant que tu m'as pas prouvé le contraire, pour moi, ça a été un bourgeois. Mais ça veut dire que c'est les bourgeois, ils pullulent dans le milieu militant anarchiste libertaire bruxellois ou c'est Oui, ok. ouais. Je sais pas si pullule, j'utiliserai ce mot pulluler. Je suis pas très à l'aise avec ce mot. Disons que ils sont surreprésentés. Mais il y a un truc quand même que tu as dit, qu'en fait c'était au cours d'un dîner Mhm. avec des gens que tu connaissais déjà, que après tu t'es rendu compte que finalement c'était des bourgeois. Mais ça veut dire qu'il y a un tabou autour du patrimoine économique ou du patrimoine, enfin des capitaux que tu as cités. Il y a un tabou autour de l'argent dans ces espaces-là. Il y a un tabou autour de leur provenance sociale, ça c'est clair. C'est-à-dire que si on n'avait pas posé la question, parce que je pense, si je me rappelle bien de ce moment, mais peut-être que je fabule et que je m'invente des souvenirs et que j'essaie de recoller les morceaux toute seule, mais il me semble que c'était pas une information qu'ils ont d'eux-mêmes divulguée. C'était, on a dû un peu insister. Et en effet, c'est un discours qui est très difficile de faire ressurgir ces identités-là parce qu'il y a cette idée que la précarité immédiate, la précarité actuelle dans laquelle tu te trouves, c'est ta classe sociale. Et c'est beaucoup des personnes qui sont soit au RSA,
dans des squats ou qui sont dans des tafs alimentaires parce que tu comprends, la société capitaliste, on veut pas travailler. Mais ils vont jamais travailler à l'usine, hein. Ça, par contre, travailler à l'usine, ça, non. Et donc, la précarité actuelle, c'est leur identification de classe. Et ce qui fait que toi, tu es lésé dans cette histoire parce que toi, tu te rends compte que, en fait, enfin, quand tu viens d'une classe prolo, tu fais bien la différence entre c'est quoi la pauvreté et c'est quoi la précarité. Nous, on le sait, tu vois. On sait que l'un n'est pas forcément l'autre. Et par contre, le fait d'être dans des situations hyper précaires les fait passer pour pour des gens qui ne sont pas. Et en plus, tu as tout l'esthétique derrière de je prends pas de douche, je m'habille que dans des fripes, je cosplay le pauvre. Est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu arrives à expliquer, il vient d'où ce fantasme à la précarité dans ces espaces que tu as fréquentés? Parce que à la limite qu'un bourgeois, moi j'ai connu des gens qui étaient ce qu'on appelait des établis, Mhm. c'est-à-dire des bourgeois qui avaient une organisation derrière et qui allaient ensuite dans des tafs alimentaires ou même à l'usine pour organiser. Mais en fait, c'est un vrai concept et c'est une organisation en fait. Mais là, c'est pas ce que tu es en train de décrire. Non, mais moi, je pense que c'est parce que la grosse différence avec les établis, c'est que moi, dans les milieux anarchistes que j'ai fréquentés, il y a peu cette ambition, cette volonté d'organiser quelque chose avec les gens qui sont pas du milieu. Il y a pas cette confrontation à l'extérieur de la bulle, ou très très peu de confrontation à l'extérieur de la bulle. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est très dans l'entre-soi, très puriste, dans un entre-soi très fort. Et donc, cette confrontation à leur milieu social d'origine, il se fait que quand ils vont essayer de faire des trucs avec les voisins, qui vont essayer avec les voisins du centre qu'ils ont créé, qui vont essayer de créer quelque chose avec les familles de victimes de violences policières. Donc, on va essayer d'aller chercher des gens qui sont de l'extérieur et pas du milieu. Mais en règle générale, quand tu restes dans cet entre-soi militant très puriste où les enjeux, ils sont pas des enjeux autres, ben, t'as pas besoin de te divulguer, puisque tout le monde a les mêmes codes. Tout le monde a lu les mêmes livres, tout le monde a les mêmes codes, tout le monde réagit et parle de la même manière. Du coup, je pense que c'est un tabou parce que c'est un non-événement. Quand j'ai pris de la maturité dans ces milieux et que c'est devenu de plus en plus problématique et que j'ai de plus en plus voulu parler de ça, c'est là où, en fait, la confrontation arrive. Tu deviens ceux par qui le problème arrive. Cette volonté de plus être parce que je sais pas si c'est maintenant qu'on doit en parler, mais qu'est-ce que ça fait d'être une prolo dans un milieu enfin une prolo, une transfuge en tout cas, dans un milieu qui est un milieu extrêmement bourgeois? Ben ça fait que toi, tes références, c'est pas les bonnes. Ça fait que, ta vision de la libération, elle est pas la bonne. Ta vision du risque aussi. Ta vision du risque est pas la je sais pas, parce que sur la question du risque, c'est encore un peu, particulier. Mais ouais, tu toujours en décalage, en tout cas, ça c'est sûr. Mais il y a un truc qui est quand même particulier, c'est-à-dire que tu parlais de pureté, Mmh. donc la pureté militante du purisme, tu as parlé. Tu parlais de purisme, c'est-à-dire que la pureté militante, elle a du mal à s'appliquer sur la question de la classe dans des espaces anticapitalistes. Ouais, C'est un paradoxe de ouf en fait. ouais. Ouais, ouais. Hem, mais je pense que c'est pour plein de raisons, en fait. Moi, dans mon expérience, hein, mais déjà parce que les milieux anarchistes, ils sont pleins de contradictions. Mais dans les milieux politiques, en général, c'est des milieux pas simplement anarchistes, mais en tout cas, les milieux politiques sont des milieux remplis de contradictions. Le milieu des ONG, c'est pareil. Donc c'est pas propre à ces espaces-là. On est remplis tous de contradictions. Mais je pense que c'est le même problème que les féministes ont eu dans les espaces militants quand elles ont commencé à parler du sexisme. Comme tu disais avant, la politique, c'est pour les moldus. C'est-à-dire que les autres font de la politique. Nous, on est là pour amener la lumière, mais nous, on n'est pas concernés par les problèmes qu'on dénonce. Et la classe sociale, c'est pareil. Nous, on n'est pas concernés par les problèmes qu'on dénonce. En plus, si on est dans des situations de précarité. Si, à la limite, ils vont parler de classisme, mais ils vont pas parler de lutte des classes. Mais en fait, leur classisme, il va se traduire dans leur manière de militer. C'est pas juste un milieu bourgeois qui parle pas de leur classe sociale par tabou, par honte ou parce qu'ils trouvent pas que c'est pas nécessaire. C'est qu'il va y avoir un impact dans leur façon de militer. Mhm. Toi, tu le traduis comment cet impact-là? On intègre les autres à nos codes et jamais nous au code des autres.
Donc ça, c'est propre, mais ça, c'est propre au milieu politique, j'ai l'impression. Mais bourgeois, ouais. On va parler avec nos codes à nous, on va faire nos événements et on va inviter pas par exemple, quand tu as des centres sociaux autogérés ou anarchistes qui s'installent dans un quartier, ils le font parce qu'il faut bien trouver un endroit et que globalement c'est là que ça se passe parce que voilà, ils ont fait une ouverture, machin. Ça va se faire là parce que bon, il faut bien trouver un endroit et qu'on choisit pas forcément là où ça se trouve, quoi. Et puis ensuite, on va faire des événements avec le quartier. Mais la manière dont faire les événements avec le quartier, ça va toujours être, on va inviter le quartier à venir chez nous, à nos heures d'ouverture, quand nous, on est là, et sur nos codes à nous. C'est-à-dire, sans jamais se poser la question de qu'est-ce qui fait sens dans ce quartier. Donc moi, je me suis retrouvée dans des centres où bah, la cuisine, elle était, enfin, c'était sale, il y avait des chiens partout, alors qu'on était parfois on était dans des quartiers avec beaucoup de population musulmane. Et normalement, si t'as un peu de jugeote, tu viens pas avec ton chien pour faire découvrir le centre, tu vois. Ouais, c'était pas propice à ce que les gens du quartier viennent, tu vois. Parce qu'il n'y a pas cette volonté d'aller chercher c'est quoi les codes des autres. En fait, moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans les milieux anarchistes, ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup milité soit dans des collectifs anti-impérialistes, soit dans des collectifs de quartier, soit dans des collectifs de lutte contre les violences policières. En fait, la confrontation avec le milieu bourgeois, il n'était pas aussi frontal, voire en fait, j'ai milité avec des prolos, quoi. En tout cas, avec des transfuges. Et c'est vrai que de toujours devoir rappeler ce que tu viens de dire à des gens qui sont de culture bourgeoise, au bout d'un moment, ça pète en fait. Et pour avoir milité à Femmes en lutte, c'est l'une des choses qui a fait que Femmes en lutte a pété. Parce que on était des, des enfants de prolos qui voulaient militer avec des wannabe prolos, quoi. Hmm. Et en vrai, même, même la chose qui nous a levé le plus choqué, c'était qu'on nous reconnaissait pas notre ascendance prolo par des enfants de bourgeois. Hmm. Genre, au bout d'un moment, ça, tu pètes un câble. Et t'es toi-même dans une situation où tu dois te justifier de ta légitimité à militer dans un quartier, alors que tu viens du quartier populaire, Hmm. par des bourgeois. Hmm. Et parce que aussi, moi, je me suis beaucoup confrontée dans ces cas-là à l'esthétique prolo. Parce que moi, en tant que transfuge, moi, j'ai pas trop de soucis à assurer ma sécurité alimentaire et assurer ma sécurité financière, parce que je sais que concrètement, je peux reposer que sur moi. Mhm. J'aurai pas de patrimoine ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que je joue parfois le jeu du capitalisme où je travaille dans un système capitaliste. Et quand tu milites avec des gens qui vont te le faire un peu ressentir et qui, en plus de ça, vont jouer la carte du wannabe prolo et te dire que toi, ton confort, c'est une trahison à la lutte des classes, bah en fait, t'as envie de mettre des claques en fait, parce que t'as pas la même sécurité que ces gens-là. Et surtout quand, après, des années plus tard, t'apprends qu'en fait, ils se faisaient entretenir par leur famille. Bah ouais, C'est chaud. bah ouais, c'est chaud parce que en fait, toi en tant que, même au-delà du fait que tu sois transfuge, juste le fait de vouloir militer, euh, au-delà de militer, d'à côté de militer, d'assurer ta sécurité financière. Et même parfois, des fois, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui militent, qui travaillent à côté et qui sont en fait en responsabilité à leur famille. Genre qui doivent leur donner de l'argent. Donc évidemment que faire grève, c'est pas évident. Parce que perdre un jour de grève ou perdre une journée de grève alors que, en fait, tu sais que toi aussi, tu dois payer les factures ou les soins de santé de tes parents, en fait, c'est pas un choix facile à faire. Mhm. Et du coup, de devoir se faire prendre des leçons de morale par des gens qui ne sont pas du tout soutien de famille et qui, en plus de ça, passé 30 ans, se font entretenir, bah, c'est quand même très, très dur et ça casse, ça casse beaucoup de choses dans le parcours militant. Je sais pas si c'est similaire, mais ce truc de te faire gaslighter sur ton origine sociale. Il y a que du gaslighting dans le milieu militant, à tous les niveaux. Mais c'est ça en fait. Pour moi, enfin, il y a vraiment du gaslighting, mais aussi sur le prodige que ça a été. Mais là, on va peut-être parler du fait de transfuger de classe et c'est peut-être un autre sujet de podcast. Quand tu viens d'une famille prolo, mais genre
prolo où il y a pas de tes parents, ils ont pas eu accès à l'éducation passé l'âge de 12 ans, 12-13 ans, et que toi, tu finis par faire Sciences Po et d'autres études et machin, et tu fais un. C'est pas une mobilité sociale que tu as, c'est un saut à la perche sociale Mm. qu'on a accompli, qui va avec aussi tout un tas de compétences que tu as acquis, de parler en public, de manipuler correctement les textes, de savoir exposer des choses compliquées de manière simple, tous ces trucs que tu apprends à l'université, et qui sont vus comme étant des marqueurs sociaux de classe bourgeoise, ce qui est vrai, et qui sont du coup de fait rejetés dans les milieux militants d'extra-gauche, de gauche, d'ultra-gauche, pardon. Moi, je me suis fait vraiment violence à prendre moins facilement la parole, à être moins douée, en fait. Et j'ai perdu beaucoup de compétences, en fait, dans ces milieux. J'ai perdu des compétences de discours rhétorique, enfin, je sais pas si c'est le mot rhétorique, oui, de parler en public, de D'éloquence. confiance, d'éloquence, de confiance en moi, et c'est des compétences qui étaient durement acquises par beaucoup d'efforts à la fois des parents, de sacrifices pendant plusieurs années, d'usines, et cetera, pour qu'on ait ces compétences-là. Mais en plus, c'est des compétences qui sont utiles sur le marché du travail. Mais au-delà de ça, c'est aussi des compétences qui sont valorisées dans les milieux militants. C'est ça qui est fou, parce que c'est ce dont on avait parlé dans le premier épisode avec Bridget, c'est que on va valoriser des gens qui, dans les moments de meeting ou quoi, vont pouvoir prendre la parole, vont écrire des tracts et ci et ça, mais en même temps, c'est des compétences qui vont être où il y aura un gros monopole. Enfin, moi, je me suis vue me rétrécir, vraiment, parce que il fallait pas que comment dire, je thrive. Que tu leads. Oui, que j'arrive à tirer quelque chose de ces compétences de positif pour moi et dans les espaces que j'occupais. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de une menace parce que toi, en tant que transfuge, tu as acquis ces compétences-là qui sont censées être des compétences qui doivent revenir à une certaine classe. Toi, en tant qu'enfant de prolo, tu les acquiers, tu les maîtrises des fois mieux que ces enfants de Bourges. Et du coup, est-ce que c'est pas genre, ouais, en fait, t'es pas à ta place. Et du coup, il y a ce qu'on a vécu à Sciences Po en mode, ben en fait, vous, les enfants de banlieue, vous n'êtes pas à votre place. Mais venant de la bourgeoisie parisienne, bah, c'était un peu un truc où on s'attendait. Je pense que la grosse différence, c'est que les milieux libertaires, c'est des milieux qui sont très dans l'entre-soi. Faut vraiment se rendre compte que c'est pas des espaces qui veulent construire avec l'extérieur. Des espaces qui sont vraiment entre eux. Nahfihna, c'est nous dans nous. Mm. Et du coup, quand tu commences à dire, mais venez, on essaye de s'ouvrir à l'extérieur. Oui, mais non, mais celui-là, il est trop autoritaire. C'est des espaces qui vont reproduire en fait comme quelque chose de très, de très bourgeois malgré tout, mais pas là où on s'attend. Bah, du coup, cette gentrification, enfin, je suis même pas sûre que c'est de la gentrification, mais la question du classisme dans ces espaces, comment est-ce qu'il explose? Comment est-ce qu'il explose en fait cette question du classisme? Parce que moi j'ai l'impression que ça vient soit de l'extérieur, soit ça vient pas en fait. Non, je pense que la, l'approche de l'entre-soi, c'est du classisme. C'est quelque chose de bourgeois. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas d'enjeu de libération, à part des enjeux de libération philosophique, très lyriques comme ça, tu vois, il y a peut-être une urgence individuelle de pas vivre dans un état d'oppression, etc. Mais il n'y a pas genre d'urgence matérielle. Donc, c'est des espaces qui peuvent se permettre cet entre-soi. Parce que s'il y avait cette urgence matérielle qui viendrait de l'extérieur, qui viendrait vraiment d'un besoin de manger, de trouver du logement, on se bat parce que on se fait taper par la police tous les jours, on se bat parce qu'on a besoin de trouver un logement qui soit pérenne, pas un squat, mais quelque chose de vraiment sûr. Ben là, on aurait ce clash dont tu parles. Mais comme c'est des espaces qui sont dans un entre-soi, et cet entre-soi permet en fait ce classe, La pérennité de la ce classisme. pérennité de cette bourgeoisie-là. Alors moi j'ai une question très stupide,
mais en même temps, il faut la poser. Pourquoi est-ce que ces bourgeois militent? Ils en ont pas besoin? Je pense qu'il y a une vraie sincérité dans le sens je pense que c'est des gens qui sont pas en train de se mentir. Ils sont pas d'accord avec le monde dans lequel comment il est, comment il se pose. Je veux pas, présumer de leur, je pense vraiment c'est des gens, ils sont pas d'accord avec le monde qui les entoure. Mais c'est pas des de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu expérimenter, c'est pas des gens qui vont aller très loin pour Le changer. pour se changer. Toi, tu observes ou pas une forme de gentrification? Gentrification dans le sens où c'est des espaces qui étaient pas forcément occupés par une grosse partie par des bourgeois et qui en fait se transforment vers ces codes-là. Ou au contraire, est-ce que tu vois une étendue de ces espaces un peu trop bourgeois qui restent en place et qui ont de plus en plus de pouvoir, Oui, etc. déjà pour militer, il faut un certain soit il faut vraiment pas avoir le choix et donc ça te tombe dessus comme ça peut tomber parce que ton frère ou ta sœur, elle s'est faite, massacrer par la police ou tu vois un truc qui c'était pas dans ton objectif de vie. Soit parce que tu te mets en grève et que voilà. Mais de manière générale, faut pas se enfin, on le sait tous, militer, c'est quand même un truc de privilège. Il faut donner du temps, ça Mm. nécessite du temps, de l'énergie, de l'argent de militer. Faut se dire que quand tu milites, il y a déjà un biais là-dedans. Ensuite, je pense qu'il y a une gentrification dans le sens où mais par exemple dans les milieux féministes, que j'ai pu fréquenter, la question de la libération, elle se pose uniquement en termes d'égalité. C'est-à-dire que, la libération, elle va se poser en termes de on veut être les égaux des hommes et donc on veut avoir, accès aux mêmes espaces qu'eux, on veut avoir accès aux mêmes privilèges qu'eux. Mais, moi ça m'intéresse pas d'être, égale aux hommes. Je les méprise trop pour être leur égal. Mhm. J'ai pas de respect pour leurs privilèges, j'ai pas de respect pour leur domination. Donc qu'est-ce que je vais foutre à être, leur égal? Moi, je veux abattre ce qu'ils représentent. Je veux pas être l'égal de mon oppresseur. Moi, ça m'intéresse pas de gagner, de gagner en liberté de mœurs ou si ça veut dire que je peux, de la même manière que mépriser les personnes avec qui je fais communauté, si ça veut dire que je peux, tu vois? Mais c'est toujours la même question du pouvoir, en fait, dans ces espaces-là. Ça t'intéresse pas de parvenir à leurs privilèges, alors que dans ces espaces féministes, c'est le but. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est surtout une guerre de place. Et se dire que... Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé, moi, dans les espaces de lutte contre les violences policières, qui sont bizarrement pas du tout anticarcéralistes. Parce que le but, c'est pas forcément d'être révolutionnaire. C'est juste de garder une certaine place et assurer un statu quo dans la société. Ou en tout cas de moins mourir. Bon, il y a une urgence quelque part. L'idée que on veut pas trop changer les choses. Mmh. On veut juste avoir la bonne place dans ces espaces-là. Et c'est un peu ce dont on avait parlé avec Hala et Nour sur la question de l'islamophobie. C'est des trucs qui sont tellement intégrés dans dans nos biais cognitifs ou dans nos biais politiques ou machin, que c'est des espaces qui sont censés être révolutionnaires, qui sont pas si révolutionnaires que ça. Et qui, en même temps, pour ceux qui pourraient l'être, le revendiquent même pas. Sur les questions de lutte contre les violences policières, quand on parle de crimes d'État et qu'on arrive à faire dire à des partis gouvernementaux et parlementaires le terme de crime d'État, Ouais. bah c'est une vraie victoire. Parce que Mmh. c'est des termes qui... Mais ça va jamais beaucoup plus loin que ça. Et c'est toujours des victoires très symboliques sur cette guerre de pouvoir. Mmh. Guerre de place, j'entends. Ouais. Et sur la question de la classe, même dans des espaces qui devraient pouvoir questionner la classe sociale, parce que il va y avoir cette confrontation. Parce que moi, j'ai pas milité dans des espaces d'entre-soi. Mmh. Soit il y avait de la confrontation, soit on était entre enfants de prolo. Même Mmh. s'il y avait des transfuges, il y avait des enfants de prolo. Donc la question de la classe, elle était beaucoup plus frontale. La question aussi du pouvoir économique a été beaucoup plus frontale. Ouais. Mais moi, j'ai pas l'expérience de l'entre-soi. Mais la question du pouvoir et de l'accaparement du pouvoir et aussi des prises de décision, elle se fait aussi sur la question de la classe dans ces espaces-là. C'est-à-dire que ce sont ceux qui vont avoir du temps pour militer parce qu'ils ont assuré leurs heures de travail. Parce que, en fait, bah, il y a des gens, en fait,
tout simplement, ils sont fonctionnaires, ils sont profs, Mmh. travaillent dans le privé. Et du coup, bah, ils ont bien cloisonné toute leur petite vie pour que ça se passe très très bien et que, en plus de ça, ça les dérange pas par ailleurs d'exploiter une babysitter pour aller en manif. Mmh. Donc c'est vraiment ce genre de choses que moi j'ai vu dans ces espaces, qui est complètement normalisé et qui vont en plus s'articuler avec d'autres formes de domination. La question de la classe, généralement, elle est jamais vraiment abordée. Mmh. Parce qu'en plus de ça, on part du principe que transfuge ou pas, on est tous à égalité. Mais oui, parce que c'est des précaires. Ils sont précaires, donc forcément, c'est des prolos. Ça y est, eux, ils connaissent c'est quoi l'usine, ils connaissent c'est quoi les fins de mois difficiles, vu que ils sont au RSA aujourd'hui. Peu importe si papa-maman va leur donner l'héritage sur la maison en Côte d'Azur ou sur l'île de Ré, tu vois. Mais je pense que sur ce que tu disais, moi, ça me rappelle, je me souviens une fois, je sais pas pourquoi je me suis retrouvée là. Dans quelles, circonstances? Vraiment, genre, pire erreur de ma vie. Je me suis retrouvée à une réunion féministe, en mixité, choisie, donc sans mec cis. Finalement, il y avait que des meufs blanches, heu, principalement que des meufs blanches. Je pense les meufs racisées, on devait être, 3 sur 15 personnes. Donc on va dire que c'était une réunion de meufs blanches, on va pas se mentir, si on est que Ok, 3 sur meuf 15, blanche, c'est une meuf blanche. vraiment, elles sont qu'entre eux, entre elles, pardon. Et c'était pour organiser la Reclaim the Night, donc la Reclaim de la manif de nuit, tu vois? C'est le 8 mars? Non, non. Et je me Mais retrouve c'est là, parce que nous, on connaît pas ça en France, là. c'est une manif de nuit. C'est, pour, en mode, on veut faire une manif, en nuit pour, revendiquer le fait qu'on doive pouvoir, occuper les espaces de nuit sans se faire emmerder. Ok, parce que nous, à Paris, je sais pas si c'est que à Paris. En tout cas, à Paris, en fait, il y a la marche de nuit la veille du 8 mars à Paris, qui est organisée en confrontation avec celle de l'intersyndicale, qui est ouais, qui est vachement raciste, classiste, tout ce que vous voulez, et qui est aussi qui est carrément LGBTophobe. Et du coup, il y a des organisations féministes qui vont organiser une manif de nuit la veille, donc le 7 mars. Et Mmh. d'ailleurs, cette année, elle avait été annulée. Mmh. Donc c'est pas. Nous, on a une marche de nuit, mais c'est pas pour ça. Non, non, là, c'est juste, c'est pas par rapport au 8 mars. Donc je me retrouve dans cette, salle de réunion. Déjà, c'était tard, enfin, il me semble que c'était à partir de 19h ou 18h, dans un squat, à Bruxelles. C'était bon, déjà, c'est la manif, elle devait avoir lieu le mois d'après. Il y avait rien qui était prêt, pas de tract ni rien, machin. Mm. Bon. Et du coup, je demande: «Mais, il y aura qui à cette marche? Enfin, qui ont été les personnes qui ont été, conviées à venir?» Et là, il cite que les personnes, en fait, les personnes qui étaient autour de la table, donc une quinzaine de personnes. Ça veut pas dire une quinzaine d'organisations, hein. Ça veut dire une quinzaine de personnes. Mm. Leur réseau et peut-être 2-3 autres organisations qui potentiellement pourraient faire circuler un texto. Et je fais, mais attendez, mais les personnes qui revendiquent la nuit, c'est pas que les meufs. C'est pas que les meufs cis, blanches, hétéros et Mhm. bourgeoises. Il y en a plein qui voudraient revendiquer la nuit. Mhm. Les meufs voilées, tu vois, les meufs Les qui ont. personnes queer. Les personnes queer, les meufs, les personnes qui, de jour comme de nuit, n'ont pas accès à la rue et qui peuvent pas se revendiquer de la rue. Et ah oui, mais on pourra leur envoyer un mail. Et tu vois, ce truc de nos espaces, c'est nos espaces, dans nos termes, avec notre agenda, notre temporalité. Et ceux qui veulent bien se joindre à nous, tant mieux, mais sinon on continue d'avancer. Quand bien même on avance à 15, ça pour moi c'est un truc de pouvoir. Moi, par rapport à ça, moi, c'est un truc que j'ai vraiment appris à Femmes en lutte. Femmes en lutte 93, j'ai vraiment appris. Alors qu'avant ça, j'étais au comité Adama, donc j'étais vraiment dans un collectif avec des gens de quartier populaire, etc. Mais j'ai vraiment appris à militer euh, dans un quartier populaire avec des personnes très précarisées et très pauvres à Femmes en lutte 93. Ne serait-ce que dans le mode d'organisation de l'association elle-même. Mmh. C'est-à-dire que on avait vraiment ce souci de la temporalité, comme tu as dit, des forces disponibles. Bon, après, c'est dur, on va pas mentir, mais en tout cas, il y avait ce souci-là de à qui on parle. Mmh. Et du coup, on faisait jamais plus d'une réunion par mois. C'était
pas plus de 2 h 30, 3 heures maximum en après-midi. Et quand on faisait une action, on se posait constamment la question de elle s'adresse à qui? Et il y avait aussi la question de la garde d'enfants. Parce que si tu veux faire quelque chose avec des enfants, avec des personnes de quartier populaire, tu es obligé de composer avec leurs contraintes. Et leurs contraintes, elles sont surtout économiques. Mhm. Parce que si tu veux faire en sorte que les gens ils viennent à ton événement, que ce soit un café pour discuter, que ce soit faire une grande fresque, que ce soit de faire un meeting, tu es obligé de composer avec leurs contraintes. Et dans les espaces militants féministes, très parisiens, très parigots, où en fait, j'ai jamais retrouvé ce souci-là. C'était constamment des réunions en semaine, le soir après le taf. La question des enfants, elle n'était jamais abordée. Mm. Et en fait, c'était souvent des gens soit qui avaient pas d'enfants, parce qu'elles étaient jeunes, soit qui avaient une babysitter Mm. ou un moyen de garde, soit papa-maman, soit le papa, soit quelqu'un. Et du coup, forcément, l'événement va ressembler à ça. Et ce souci justement de cette temporalité, ça te permet aussi de réfléchir à l'événement et à l'impact que tu veux avoir dans ces événements-là. Quand on a commencé, moi quand je suis arrivée à Femmes en lutte, on a travaillé sur la question du travail, des ouvrières, des Mhm. prolos. Et c'était un sujet qui n'avait jamais été abordé dans les milieux féministes. On avait accompagné, il y avait des grèves qui avaient eu lieu et tout, mais d'aller voir les gens pour leur dire c'est quoi en fait l'impact que votre travail ouvrier a sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur votre vie de famille, sur votre parcours, parfois même en tant que réfugié, exilé, immigré, pauvre, etc. En fait, c'est un truc qui n'avait jamais été fait. Et nous, on a fait cette enquête-là, qui n'était pas censée être une enquête sociologique, mais qui était vraiment une enquête politique. Mhm. Depuis, moi, je vois pas beaucoup à part Moissy qui a fait aussi un travail là-dessus, moi, j'ai pas vu de gars qui ont vraiment fait ça, d'aller vraiment traduire l'expérience euh, l'expérience individuelle d'une personne de quartier ou d'une personne prolo, en fait, et de la traduire en expérience politique pour qu'elle puisse derrière. Mais parce que je pense qu'il y a ce truc de quand t'es militant, t'es pas. Quand t'es un militant bourgeois, tu te vois pas comme un outil, mais tu te vois comme une voie de libération pour les autres. Pas un outil de Tout à libération. fait, tout à fait. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères, tu vois. Donc, quand t'es bourgeois, blanc, surtout quand t'es les deux, t'es ce par quoi la grâce arrive. Alors que quand tu veux te décentrer, te dire en fait, moi, je n'importe pas en fait. C'est le combat qui compte, c'est la cause qui compte. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Et c'est pas, je suis pas l'avant-garde révolutionnaire. C'est pas moi qui survit au quotidien au capitalisme. C'est pas moi qui a des leçons à donner, mais plutôt j'ai des leçons à prendre. Ben, d'office que tu te retrouves dans des dynamiques qui sont beaucoup plus intéressantes. Si tu restes dans des dynamiques où tu es incapable de te décentrer, où ton expérience, ta vie, c'est la vérité, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce par quoi tous les prismes idéologiques vont passer, bah, c'est pas, enfin, si t'es pas blanc bourgeois, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ta libération, elle ne libère que toi Mhm. et les tiens. Mais on en avait parlé en plus quand on préparait le podcast. C'est cette question de la centralité du bourgeois dans les espaces de lutte. C'est qu'en fait, ils se mettent jamais en position de je me mets en solidarité et je me mets à disposition de la lutte. Faut que la lutte, elle passe par moi. Et moi, je l'ai beaucoup rencontré, ça, Mm. d'ailleurs. Ce truc de si ça ne convient pas à mes contraintes, l'événement ne va pas se faire. Si moi, je ne peux pas venir, si moi, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, alors va falloir qu'on change les termes. Et il n'y a pas de. Moi, je préfère que. Et aussi, autre chose auquel moi, je voulais quand même qu'on revienne, c'est ce transfert de compétences. Parce que dans les milieux où il y a énormément de codes sociaux qui appellent à la bourgeoisie, comme on a dit tout à l'heure, il y a très très peu de transfert de compétences. Et ça, c'est très problématique en termes de création d'impunité. Après, on y reviendra, mais quand on ne permet pas la formation, soit des plus jeunes, soit des moins expérimentés. Mais du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai rarement retrouvé. On va faire en sorte que des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler en public, qui ne savent pas écrire un tract, bah, on va leur apprendre plutôt que nous de se mettre en avant et dire bah, moi je m'en occupe parce que je sais faire.
Oui, mais si tu milites qu'avec des bourgeois, ce transfert de compétences, il a pas besoin d'avoir Oui, mais lieu. moi, je te disais tout Oui, à oui, l'heure, j'ai oui. pas milité qu'avec des bourgeois. Et en fait, dans les espaces où il y a soit des gens qui n'ont pas ces compétences-là, mais qui ont d'autres compétences et il y a très très peu de transfert de compétences, de formation. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça crée des personnes irremplaçables et ça crée de l'impunité en termes de violence. Si on ne casse pas de la sacralisation de ces compétences et de se dire, en fait, c'est pas des compétences inatteignables, ça s'apprend. C'est quelque chose qui a du mal à se démêler dans beaucoup d'espaces. Moi, je retrouve ce que tu dis plutôt dans mon milieu professionnel. C'est un milieu qui se veut être le milieu des ONG, le milieu des droits sociaux, des droits de l'homme, machin, tout ça. Mais c'est un milieu qui valorise, quand tu cherches un taf, qui valorise toujours les mêmes diplômes, qui valorise toujours les mêmes expériences professionnelles, les mêmes langues parlées. Genre, si moi je mets kabyle, tout le monde s'en fout. Alors que bah, si tu veux travailler dans la pauvreté en France, peut-être que ça a un intérêt de savoir parler kabyle. Je sais pas. Dans notre organisation, on travaille avec des personnes issues de pauvreté, directement avec des délégations de personnes issues de la pauvreté, en situation de pauvreté. C'est toujours des prêts de voix. Dans beaucoup d'espaces, et dans beaucoup d'occasions, elles sont mobilisées par soit d'autres ONG, soit par les institutions, comme étant des personnes qui vont donner des témoignages. Alors que nous, on travaille pour que ce soit qu'elles soient vues comme étant des expertes de la pauvreté parce qu'elles le vivent au quotidien. Donc, il n'y a pas mieux expert qu'elles. On veut qu'elles parlent de leur expérience. On va accepter que nous, on leur dise que c'est des experts. Donc, les personnes qui vont nous solliciter pour les inviter vont dire, OK, OK, on sait des experts, c'est des expertes, mais sur leurs termes. C'est-à-dire avec des compétences d'éloquence, dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément, parce que savoir maîtriser une deuxième langue, c'est quand même compliqué. Mmh. Enfin, il faut avoir accès à l'éducation, etc. C'est un privilège. Et on va jamais adapter l'événement Mmh. pour leurs compétences à elles. On va jamais chercher, OK, qu'est-ce que tu sais faire de bien? Qu'est-ce que tu veux faire? Et on va adapter la conférence en fonction de toi, tu vois? Ça va toujours être sur des panels avec des experts, des académiciens, des chercheurs, des personnes qui vont représenter des institutions. Et toi, tu vas être un panéliste comme un autre et sois déjà bien content qu'on te donne la parole. C'est déjà une avancée extraordinaire. Donc il y a aussi ce truc de, OK, c'est bien de transférer des compétences, mais il faut pas partir du principe que les personnes n'en ont pas de base. Mmh. Et il faut savoir se dire que peut-être que elles ont des trucs à valoriser sans forcément des trucs à apprendre. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Parce que moi, il y a aussi une autre expérience qui m'avait beaucoup marquée en termes de. Et c'est un sujet sur lequel je voulais revenir. C'est le paternalisme ou le maternalisme, je sais Oh pas là quoi. là, j'en peux plus. Dans, dans les espaces. Dans ces espaces-là. Moi, j'avais été bénévole à ma Mama, qui est en fait une association sur Saint-Denis qui fait beaucoup de distribution alimentaire pour des mamans et des bébés en très grande précarité. Et donc, beaucoup de bénévoles étaient d'anciennes bénéficiaires. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont dans des parcours migratoires difficiles. Ça va être des personnes qui sont en très grande précarité, qui vont vivre dans des squats, etc. Mais qui vont trouver dans l'association une forme de tissu social et qui vont s'investir et qui vont ensuite sortir de leur propre précarité pour ensuite aller aider d'autres mamans. Donc, il y a vraiment tout un travail de solidarité. Et elles ont été complètement dégagées de cet assaut qu'elles avaient elles-mêmes pas fondé, mais qu'elles avaient même porté à bout de bras, Ouais. alors qu'elles avaient quand même des situations difficiles, tu vois, elles vivaient des situations très très précaires, par des bourgeoises. Mais non! Ah, incroyable! Par des bourgeoises. Il y a eu une AG, parce que du coup, l'association, elle est partie dans un truc euh, où ça avait été repris par le tribunal. Enfin bref, c'était parti en cacahuète totale pendant un an ou deux. Et en plus de ça, c'était une asso qui devait se confronter aussi à la violence de la mairie de Saint-Denis. Donc, dans tout ça, les mamans, elles se sont quand même mobilisées pour faire entendre leur voix. Et ce qu'elles ont entendu de la part des putschistes, c'est qu'elles sont manipulées. Comme si, en fait, elles n'ont pas la capacité de choisir pour elles l'espace dans lequel elles veulent continuer à s'organiser. Mais non, parce que la libération devrait venir d'elles. Mais c'est même Elles peuvent pas se libérer toutes seules. Non, mais attends, Elles doivent venir. pour la plupart, elles étaient salariées en plus donc elles Bah oui, étaient même pas là pour militer. Et, mais peu euh, importe. et du coup, il y avait vraiment ce truc de
Non, non, en fait, elles sont manipulées. Elles répètent ce que les autres disent. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et puis en plus de ça, quand t'en as qui les envoient bouler, parce qu'elles se sont faites envoyer bouler, ces bourgeoises, elles étaient violentes. Et bah, pour la plupart, c'était des femmes noires, bénévoles. Donc en plus de ça, il y avait du racisme. Bon, c'était pas discret, hein. C'est vraiment pas discret. Mais en tout cas, il y avait eu cet AG, c'était quand? C'était l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière. Et en fait, c'était le meilleur moment de confrontation. C'était vraiment le meilleur coup de poing que j'ai. C'est la meilleure AG que j'ai faite de ma vie, en vrai. Parce qu'il y avait une cinquantaine de mamans qui étaient venues en force pour défendre leur assaut, confrontées à un consultant du tribunal administratif, Mhm. et qui, au bout d'un moment, parce qu'elles avaient des enfants, parce qu'elles avaient des contraintes, parce que vas-y, elles étaient fatiguées, elles venaient de sortir du travail, et qu'en fait, elles avaient juste envie de voter pour dégager les putschistes, elles se sont levées et elles ont dit: «Non mais c'est bon, maintenant on passe au vote. Allez, allez, c'est bon, on passe au vote». Et c'était d'une grande puissance. Mhm. Et à ça, on leur a dit: «Non mais en fait, vous êtes complètement, soit sauvage, soit manipulés, soit machin». Et ce truc de paternalisme, moi je l'ai vraiment vu dans ce moment-là. Mhm. Surtout qu'à la suite de ça, elles se sont organisées pour réorganiser l'association. Quand elles se sont réunies pour reprendre les rênes de l'association, elles ont fait ce qu'elles en voulaient en fait. C'est-à-dire un vrai espace d'échange, de travail, de retrouvailles et aussi un espace de bien-être. Mhm. Et toi, t'en penses quoi? J'en pense quoi de... Du paternalisme en fait, de dire que quand des prolos veulent enfin prendre en charge leurs espaces d'organisation, que ce soit dans les grèves ou quoi, qu'on leur dise qu'en fait elles sont soit manipulées par un gourou, soit qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont faire, soit qu'elles vont perdre. Moi, je l'ai vu plus dans l'idée que on va leur tenir la main et on va faire à leur place. Et on va les inviter à la fin. C'est plus Mm. ça l'expérience que j'ai vue. Ouais. C'est on va prendre en charge et ensuite on va on va les inviter à la fin. Et moi, je le vois beaucoup dans le travail en fait. C'est on va faire à la place d'eux, on va faire pour. Ce qui peut se justifier dans une certaine mesure parce que bah, tu es salarié, parce que c'est ton taf, etc. Mais au final, le produit que tu as à la fin, il n'est pas pour satisfaire les besoins des personnes en situation de pauvreté, il est pour satisfaire la bulle dans laquelle tu opères. Et c'est vraiment un questionnement qu'on est constamment en train d'avoir, c'est à qui on sert à qui, en fait. Mhm. Est-ce qu'on est un organe juste de lobbying, d'advocacy, de plaidoirie, et du coup notre interlocuteur privilégié et unique et notre objectif, il doit être viser les institutions, ou alors est-ce que notre objectif, il est de répondre à des besoins communautaires, des besoins des personnes des délégations qu'on représente, avec qui on travaille. Et selon et quelle est la balance que tu dois avoir? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les politiques, elles changent, tu vois? Et donc, tu as vraiment un va-et-vient constant. Et elle est où la limite? Mhm. Enfin, pas la limite, mais il est où l'équilibre? Et quand tu fais équilibre, bah, tu es forcément dans un sacrifice quelque part. Tu Mhm. sacrifies forcément quelque chose. Moi, j'ai l'impression, dans le milieu dans lequel j'évolue, beaucoup le milieu professionnel, comme je reste un ovni dans le sens où on est très très peu à venir de classes modestes, prolétaires, ce questionnement-là, il est jamais partagé ou très peu partagé avec les autres. C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe du tout. Au point où parfois j'ai des gens qui sont dans le milieu depuis 30, 35, 40 ans et ils m'expliquent à moi c'est quoi être pauvre, tu vois? Ou ils vont me dire non mais tu comprends, la pauvreté c'est important parce que. J'en ai à qui tu parles là? C'est vrai, moi je me suis beaucoup à ça, surtout quand j'ai commencé à militer avec des bourgeois, c'est ce truc de je vais t'apprendre. Mais tu parles à qui? Ouais. T'as déjà eu faim? T'as déjà... Je sais pas, tu t'adresses à qui là? Mm, mm. Je pense qu'il y a une aisance, les bourgeois ils sont très à l'aise. Ah, ils osent tout! Mm. C'est une folie! Ils osent vraiment tout! Et moi, ça m'a fait bizarre de travailler. Au début, ça m'a fait bizarre de travailler là où je travaille maintenant, parce que je venais dans un. J'ai commencé à travailler pendant que j'étais encore dans les milieux anarchistes. On m'expliquait qu'il fallait pas trop que je me la ramène, que j'étais une transfuge, donc que j'avais fait Sciences Po, que machin, que j'avais Mm. fait des grandes études de tout. J'arrive dans le milieu professionnel où en fait c'est pour ça qu'on m'a embauché, c'est pour ce parcours-là. Donc, bah, c'est ça qui est valorisé Mm.
dans le milieu, dans mon taf, c'est ces compétences-là. Du coup, quand je me retrouve avec des personnes qui viennent du même milieu que moi, elles m'identifient comme étant une bourgeoise. Mmh. Et donc moi, j'ai eu du mal à revenir à revenir à la réalité et à me réapproprier, moi, mon identité de: «En fait, non, je suis pas des leurs, je suis pas de eux. Mmh. C'est pas ça mon identité, c'est pas ça mes réflexes. Leur monde ne me concerne pas, leur aisance ne me concerne pas, leurs facilités, c'est pas les miennes. Je fais pas ça parce que j'ai envie de vous sauver, en fait. Moi, mon objectif, c'est pas ça ou autre chose. Ça pourrait être ça, comme je pourrais travailler pour la Ligue contre le cancer. C'est pas ça». Mmh. Je pense que là où, ce retour, il est important, au fur et à mesure, des dernières années, l'équipe dans laquelle je travaille a un profil très, très, très divers. On a des personnes qui ont des parcours de vie, pardon, assez spéciaux. Vraiment des parcours migratoires, des parcours, et pas forcément des parcours migratoires, difficiles, bien que tous les parcours migratoires soient d'une certaine manière plutôt durs. Heu, mais voilà, c'est des gens qui ont pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est des gens qui parfois doivent, subvenir aux besoins de leurs familles qui sont restées au pays, et cetera. On a des collaborateurs, des partenaires et tout, qui, nous prennent de haut en nous expliquant c'est quoi être pauvre, c'est quoi quels sont les besoins des personnes en situation de pauvreté et que nous, on n'y arriverait pas à y répondre. Mmh. Parce qu'on n'est pas des vrais professionnels, parce qu'on est incompétents, parce que c'est pas écrit sur notre CV. Mais à quelle enfin, je sais pas, ça me paraît hallucinant que parce que on est nouveau dans le métier. Donc il y a aussi ce truc de on est jeune dans notre carrière professionnelle, donc on est jeune dans ce milieu du social, donc on n'est pas assez compétent que des gens qui ont 30 ans d'expérience dans le milieu, ce qui est normal. Mais nous, toute notre compétence acquise par la vie, qui est valorisée par ailleurs dans l'organisation dans laquelle on travaille, Mmh. n'est pas valorisée dès qu'il s'agit de nous. Et donc, on se retrouve à être à la fois surqualifiés pour faire notre travail, par rapport à des gens qui ont jamais connu un jour de misère de leur vie, et en même temps, disqualifiés parce qu'on fait notre travail. En fait, il y a pas moyen de gagner. On perd à tous les coups. Pile, il gagne, face on perd. Et moi, je me retrouve au milieu en disant, bah, peut-être le fait que j'ai accompagné ma daronne à 7 heures du matin à la caisse d'allocation familiale pour lui écrire et lui faire son dossier, à elle et toutes ses copines du jardin de l'église, peut-être ça me rend un peu compétente à accompagner des personnes à une conférence. Just asking. Peut-être, je me dis que je suis pas complètement à côté de la plaque. Genre, l'adaptation, elle est peut-être pas de mon côté à faire. Oui, il y a un sujet aussi que je voulais revenir, c'est comment la classe ou le, le fait de te renvoyer à ta classe aussi quand t'es transfuge, euh, ça s'imbrique dans d'autres formes de violence dans les espaces militants. Je m'explique. En tant que meuf, en tant que femme dans ces espaces-là, ma légitimité, elle est toujours à prouver. Ah, même dans les espaces féministes, en vrai. On va pas se mentir, hein, dès qu'il y a des blanches. Si, si, si. Quand t'es une meuf musulmane, t'es plus une meuf, hein. Moi, j'ai déjà milité avec des gens qui avaient le même parcours académique que moi, qui ne s'en sont jamais vraiment vantés, mais qui étaient connus. C'était connu, c'était reconnu, mais qui en avaient un peu honte, etc. C'était un peu quand ça les arrange, ces gens-là, de me dire, OK, ah, toi, t'as fait Sciences Po, OK, bah, on va utiliser tes compétences, ça, c'est stylé, machin. Et puis, quand il s'agissait de me descendre parce que j'étais en confrontation sur d'autres idées, notamment sur des questions de violence sexiste et sexuelle, dans ces espaces-là, on me renvoyait au Ah, fait mais toi, que t'as moi fait j'étais une Sciences Po. bourgeoise. Ouais. Et j'étais une bourgeoise dans ces espaces-là. On va le dire, c'était surtout au comité Adama. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui était OK. Alors que à côté de moi, il y avait quelqu'un qui était prof dans une école privée. Lui, on lui a jamais dit que c'était un bourgeois. Et du coup, moi, on me ramenait souvent à ce truc de ouais, mais toi, t'as un diplôme. Et du coup, il y a vraiment ce truc de pour te dévaloriser, pour te délégitimer en tant que femme qui va parler de certains sujets qui sont pas acceptables dans ces espaces, on va te ramener à ta condition sociale. Chose qui est vachement valorisée chez d'autres qui ne ramènent pas ces questions-là. Donc, ouais, il y a une grosse forme d'hypocrisie et au-delà de ça, c'est vraiment l'utilisation
de ça, qui en plus et puis même chez les personnes précarisées, prolos, il y a aussi un fantasme à la précarité. C'est-à-dire que c'est très, très dur de se dégager de l'idée que la précarité, ça te donne pas une stricte crédibilité Mmh. et c'est super relou, en fait. Parce que dès que tu as envie de t'en sortir un petit peu parce que, bah, en fait, tu pas envie d'être pauvre toute ta vie, t'as pas envie d'être pauvre, sur 14 générations. Peut-être que tu as l'opportunité, tu as la possibilité de sortir de ta condition et que c'est pas plus mal. Bah, non, en fait, on va te surcharger de travail ou alors on va te dire des choses on va te faire des choses qui vont pas te permettre de t'épanouir. Mais je sais pas Ni si même de cloisonner, ouais. ni même de cloisonner tes espaces. Moi, je sais pas si c'est pareil, mais moi, ce que ça me rappelle, c'est, cette sensation enfin, ces discours que moi j'ai eus, du style, moi, je voulais pas faire, un taf, payé au lance-pierre, OK? J'ai voulu faire un taf qui était bien payé, qui était bien rémunéré et à la fois, pour moi, c'était pas envisageable d'avoir fait autant d'efforts pour intégrer, Sciences Po et Polytechnique pour à la fin, faire un taf alimentaire. Mmh. Et du coup, il y avait moi, j'ai reçu à plusieurs fois quand j'ai fait un burn-out, cette réflexion de: «Non, mais tu qu'à démissionner et fais un taf alimentaire». Comme si c'était Ouais. comme si il y avait pas d'enjeu Mmh. à ça. Tu sais, il y avait pas d'enjeu d'abandonner une position, plutôt confortable. Mais si ça représentait simplement un choix, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette vision de l'avenir, elle est soit nihiliste, soit, pas problématique. Mmh. Donc il y avait ça. Ou alors, il y avait ce truc de, comme si moi j'avais enfin, comme si j'étais passée de l'autre côté, du côté des bourgeois, parce que, j'avais acquis une aisance économique. Alhamdoulilah, tu vois? Mmh. Mais c'est une aisance économique parce que il y a des gens qui se sont exilés pour que ce soit réel. Mmh. Il y a un sacrifice ultime qui a été fait. Il y a des dos qui se sont cassés, il y a des mains qui ont souffert pour que je me vois pas dire à papa et à maman: «Je travaille au McDo», alors qu'ils m'ont envoyé à Sciences Po, c'est la honte. Tu peux pas, OK, tu peux te rebeller contre tes parents, mais tu peux pas cracher à la figure de leur sacrifice, Mmh. tu vois? Et je pense que c'est un des trucs qui est extrêmement différent par rapport aux bourgeois que moi j'ai rencontrés. C'est cette facilité que eux peuvent avoir, pour plein de raisons qui leur sont propres. Et pas forcément facile, mais cette possibilité en tout cas, morale, se révolter par rapport aux parents, de refuser le parcours que leurs parents ont tracé pour eux, grand bien leur face. Mais cette possibilité, elle a d'autres enjeux quand quand tu viens d'un milieu prolétaire et encore plus quand tu viens d'un milieu de migrants. Moi, je voulais revenir sur la question de la protection du confort. Ça me fait penser à ça, ce que tu viens de dire. Du confort matériel ou même du confort, de la sécurité financière. Quand tu milites avec des bourgeois qui vont te faire sentir que en fait, toi, ton rôle dans le capitalisme, c'est une trahison à la lutte, alors que eux peuvent se permettre de ne pas travailler, parce que soit ils sont entretenus, soit parce ils attendent l'héritage, soit parce qu'ils sont rentiers, soit parce qu'ils ont voilà, ils ont une facilité à de toute façon se retourner. Euh, Elle est d'autant plus violente parce qu'elle est culpabilisatrice. Moi, à plusieurs reprises, on m'avait reproché de faire un travail de consultante, Mhm, de négocier un salaire même, mhm, de pas travailler au SMIC. Voilà. Alors que, comme tu as dit, moi, je peux pas, au vu des sacrifices, pas simplement de nos parents, mais aussi de leurs parents, euh, je veux dire, on vient d'une histoire de guerre, en fait. Et je peux pas me dire, bah, parce qu'une bourgeoise me fait culpabiliser, je vais travailler pour minimum pour être acceptée dans ces espaces-là. Des espaces qui, dans d'autres circonstances, ne m'auraient pas acceptée de toute manière. Parce que meuf, parce que, ouais, mais surtout parce etc. que, bon, ça c'est quoi la pauvreté? On sait que c'est pourri comme équipe. Bien sûr, c'est nul. On n'a pas envie d'y retourner. Mais moi, enfin, Il n'y a pour pas moi, d'esthétique. c'est pourri comme style de vie. C'était parce que j'ai envie pour mes vieux jours.
Mais surtout la question de l'argent et aussi de l'accès à la propriété ou de gagner un peu plus d'argent, de toujours gagner un peu plus d'argent, peut-être en tout cas d'être soucieuse de cette sécurité financière. Parce que aussi, bourgeois, c'est pas que financier. On l'a dit tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de codes culturels et de codes sociaux. Mais sur cette question-là financière, elle est beaucoup plus facile à confronter et elle est beaucoup plus violente en fait, moi je trouve. C'est toujours plus violent parce qu'en plus de ça, quand les discriminations ou quand les violences, elles arrivent toujours et elles te cassent dans, dans ce que tu as qui te permet de survivre. C'est-à-dire que quand Mmh. on va te casser au burn-out militant et en fait, tu vas pas même pas pouvoir aller travailler. Mmh. Ou alors on va t'attaquer de façon syndicale. Ou alors on va voilà et en fait, on va s'attaquer à ton taf. On Mmh. va s'attaquer à ta rentrée d'argent et c'est hyper violent. Moi, ça me rappelle, une histoire, justement, tu parles de confort, d'une, très bonne, enfin d'une amie, il y a quelques années, elle, squattait dans un milieu, enfin elle pour plein de raisons, elle s'est retrouvée dans ce squat, différentes raisons, elle se retrouvait dans ce squat, pas par choix, mais par nécessité, en fait, comme plein de gens, en fait, finalement, qui squattent, en dehors des milieux politiques, dans un squat de militants, bourgeois. Et en fait, squatter pour elle, c'était un peu une galère, elle se rendait compte que, en fait, elle y perdait de l'argent. Dans le sens où personne n'avait divulgué combien ils gagnaient, Mmh. personne n'avait divulgué quelle était leur rentrée d'argent, qui économisait pourquoi, et cetera. Juste, ils avaient mis les dépenses en commun et ils avaient divisé en parts égales. Et après, tu te rendais compte que, pour eux, c'était peanuts dans leur enveloppe, personnelle, enfin dans leur compte personnel, ce qu'ils mettaient dans le pot commun, c'était peanuts parce que du coup, ça leur permettait de, faire un fonds d'urgence personnel, de mettre de côté pour leurs vacances, de mettre de côté pour, leur futur, projet et cetera. Alors que pour elle, pour mon amie, en fait, ça représentait énormément parce qu'elle devait, soutenir sa famille, elle pouvait pas mettre de l'argent de côté. Donc elle a posé ça, elle a dit: «En fait, moi, j'en ai marre, ça me va pas du tout comment c'est organisé». Donc déjà, tu deviens de nouveau la personne par qui le problème arrive, donc tu deviens le problème et la réponse en face qui a été qu'on lui a donnée, c'était une réponse: «On va te faire la charité, on va te faire cadeau, tu plus besoin de participer au pot commun. Parce qu'on est trop humble, on est trop des gens extraordinaires. On va te donner accès, au squat et de manière gratuite parce que, on comprend, c'est difficile pour toi et on va payer pour toi». Plutôt que de divulguer et d'avoir une conversation honnête où elle a pas l'impression d'être à la fois ou le problème ou, le cas de charité des gens. Mmh. Tu vois? Donc soit parce que tout à l'heure tu parlais de paternalisme, mais il y a aussi ce truc de en fait militer avec eux, ça coûte. Parce que tu te fais soit exploiter, moi ça a été beaucoup mon cas avec avec les bourgeois. Tu te retrouves en burn-out au travail, enfin voilà. Du coup, bah, tu perds de la thune. En fait, c'est coûtant, ça coûte. Donc soit tu te fais exploiter, soit, tu deviens leur, cas de charité. Mmh. Mais à aucun moment la question de la réparation, elle se pose. On a parlé de l'aspect financier dans les luttes de classe dans les espaces militants. Moi, je voulais revenir sur les codes culturels aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, mais je sais pas en fait si ça s'intègre là-dedans ou pas, mais c'est la question de l'hospitalité. C'est vraiment la question de l'hospitalité et du bien-être de manière générale dans des rencontres militantes. Bon, on va se le dire, les bourgeois savent pas vivre. Non, ils Bourgeois, savent pas ils recevoir. savent pas recevoir, voilà. Ils savent vivre, mais ils Les savent juste pas bourgeois, recevoir. voilà, les bourgeois ne savent pas recevoir. Et du coup, vraiment vu des différences énormes où quand j'allais dans des milieux, ça m'est arrivé une ou deux fois, hein, d'aller dans des espaces d'établis ou dans des trucs un peu anarchistes, machin. Il n'y avait jamais à manger sur la table. C'était très austère. Il y avait aucun plaisir à être là. Alors que quand tu vas par exemple, bah, en vrai, chez ma maman ou un truc comme ça, tu sais que tu vas manger en fait. Mmh. Et parfois, c'est tout ce que tu as à faire. Parce que on a besoin aussi et je pense que ça revient aussi à là-dessus, c'est que quand tu as une vie suffisamment difficile,
bah, quand tu retrouves tes camarades, tu as juste envie de passer un bon moment. Je sais pas si c'est un truc de bourgeois ou un truc de blanc. Peut-être les deux. Peut-être il y a un peu des deux. Il y a peut-être un peu des 2, ouais. Moi, ça me refait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur la libération, elle passe par moi. Et du coup, il y a une forme d'austérité et même un mépris, en fait, de ces moments de bien-être. Parce que, C'est pas sérieux. ouais, mais en fait, C'est c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on va se libérer, faut faire la lutte, faut faire ci, faut faire ça. Mais en fait, toi, tu as le privilège de d'avoir ces moments de calme, d'accalmie, de bien-être chez toi tout seul. Mais quand t'as pas ça de manière quotidienne et que tu dois les créer, tu peux pas être méprisant. D'avoir ces moments de détente et tout, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de lutter. ouais, ouais. Alors que ces moments-là de rencontre et de bien-être et de partage, Ça donne des forces pour le ça donne de reste. la force, ça donne même parfois même plus de force qu'une manif. Je vois ce que tu veux dire et il y a de ça, mais moi je te dis, j'ai vu un truc. C'est pour ça tout à l'heure je disais peut-être c'est un truc de blanc ou un truc de bourgeois, je sais pas c'est quoi. Mais moi j'ai déjà été dans des réunions où les gens ils sortent leur Tupperware et ils partagent pas. À la fois un truc de on sait pas recevoir, on sait pas, on n'a pas les mêmes manières, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi ça me paraît lunaire de manger devant quelqu'un et sans lui proposer. Mm. Mais il y a aussi, je pense comme toi tu dis, ce truc de, ça fait pas sérieux. Ça fait Mm. pas sérieux. Heu, on risque de se disperser. Ouais, de s'éloigner du, De du se but Ouais, ultime de la grande révolution prolétarienne, de l'international. Ouais, je capte. mais on risque de s'éloigner de ce qui fait le dur du sujet. Mm. Ou alors, quand il y a à manger, toi tu parles des moments où les gens ils vont faire à manger, ils vont cuisiner, du coup ils vont mettre l'argent à la poche. Moi je me souviens dans des centres sociaux, anarchistes, où ils vont faire la fin des marchés, donc ils vont prendre les invendus, des trucs qui sont périmés, ils vont les cuire pour le jour même. Ça va pas être très bon, on va pas se mentir, ça va pas être hyper bon. Ça va pas être bon. Après, il y a aussi ce truc de, il y a pas d'épices, y a pas y a pas vraiment De de goût. saveur. Tu vois, les gens ils sont un peu timides même sur le sel, sur le poivre, c'est trop épicé. Et ils vont pas hésiter à te demander un prix libre. Bon, après, je comprends le prix libre parce que il y a de l'argent qui est parti dans le gaz pour cuire, machin et tout. Mais venez, on fait une caisse, on met le prix libre, après, on fait à manger en fonction de l'argent qui a été Mm. récolté. Enfin, venez, on fait un truc où on mange pour de vrai. Et il y a ce truc de la débrouille, mais il faut pas que ça nous coûte un rond, tu Mm. vois. Il faut que ça coûte à la communauté, mais individuellement, il faut pas que ça nous coûte. Mais c'est toujours ce souci de la préservation du confort. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que les personnes dont tu disais tout à l'heure, elles, mettre la main à la poche et elles vont préparer quelque chose. Et qu'elles se fassent rembourser ou pas, c'est autre chose, tu vois. Mais elles vont faire l'effort, elles vont se sacrifier. Dans les milieux bourgeois, c'est la communauté qui va se sacrifier. Donc, ils vont mettre un prix libre, ils vont se rembourser en priorité. Même, il y a eu des histoires à Bruxelles de gens qui sont partis. Donc, on est en génocide, hein. On est dans des manifs contre le génocide, machin. Ils ont envoyé des notes de frais parce qu'ils sont allés à une manif à 7 heures du matin et il fallait payer le petit déjeuner. Oh, waouh. Donc, la lutte, ça doit vraiment pas leur coûter de l'argent. Il y a un dernier sujet sur lequel je voulais revenir, c'est la réparation des discriminations ou des violences par l'argent. En France, ça s'est jamais vu. En tout cas à Paris, dans le milieu parisien. Dans le milieu militant parisien, moi j'ai jamais entendu parler d'une histoire où on a parlé d'argent comme terme de réparation suite à une violence qui a eu lieu entre soit un collectif et une personne, soit entre deux collectifs. Donc moi, j'ai pas d'exemple en fait d'organisations qui ont parlé d'argent. Mhm. Bah, déjà parce que déjà pour faire reconnaître une violence, on n'y est pas. Donc pour la faire réparer, on y est encore moins. Mhm. Il y a plus d'argent, tu me disais qu'il y avait plus d'argent qui circulait aussi dans le milieu, dans les espaces d'organisation, militance, etc., un peu en Belgique. Est-ce que toi, t'as une expérience justement de réparation pécuniaire, financière?
suite à de la violence. Comment déjà, premièrement, la question de l'argent, elle est arrivée sur la table au moment de la réparation de la violence? Mmh. Comment ça s'est discuté? Est-ce que ça a été facilement accepté? Et par qui ça a été accepté? Est-ce que ça a été accepté par des gens qui en avaient? Ou par des gens ou alors qui n'allaient pas te le donner, de toute manière? Enfin voilà, c'était quoi les dynamiques? Et comment du coup ça a été accepté aussi par tes alliés à toi? La question de l'argent, elle s'est posée parmi tout un tas de c'est quand on se demandait: «OK, qu'est-ce qui te ferait du bien?» J'avais pas une imagination débordante. Et du coup, parce que l'argent, c'est quelque chose quand tu parles de dommages et intérêts, c'est quelque chose qui est déjà présent, dans le milieu enfin dans la justice carcérale et punitive, donc ça c'est venu assez naturellement. Comment ça a été formulé? Bah, moi, je me suis dit: «En fait, pour se reconstruire et enfin, pour construire quelque chose et pour se reconstruire encore plus, il y a pas 36 manières. Il faut avoir des projets de vie et les projets de vie, en fait, il y a très peu de projets de vie qui coûtent pas d'argent. Si tu veux fonder une famille, ça coûte de l'argent. Si tu veux, bâtir, quelque chose, ça coûte de l'argent. Si tu veux Même si tu veux prendre juste te réparer en allant voir un psy, ça coûte de voilà, l'argent. ça coûte de l'argent. Si tu veux faire un grand voyage, prendre de l'air, ça coûte de l'argent et Quitter cetera. la ville, ça prend Voilà. Du coup, bah, la question de l'argent, elle s'est posée, assez naturellement comme ça. Comment ça a été, accepté? Bah, mal, au début, mais parce que tout le processus de justice, il se voulait très symbolique. Donc forcément, la réparation devait être symbolique. Quand bien même le mal était fait, n'était pas symbolique. Et donc, les sommes étaient des sommes. Moi, j'avais demandé quelque chose et on m'a proposé un dixième de ce que j'avais demandé. Et moi, j'ai tapé un scandale. J'ai dit, bah non, en fait, ça va pas. Mais du coup, c'est surtout sur des personnes, enfin, dans le groupe, c'était principalement des femmes blanches, bourgeoises, mais des femmes blanches. Donc, elles ont connu ce que moi, elles m'ont fait subir, c'est-à-dire et du harcèlement et de la réhabilitation du harceleur, ou en tout cas, en l'occurrence, de la harceleuse. Et donc, moi, ce qui me rendait folle, c'était que, ce qui peut rendre fou, c'est que si ça avait été un homme dans un milieu mixte, heu, la question de la réparation, elle aurait jamais été symbolique à leurs yeux. Mmh. Mais comme, c'est sur des questions de racisme, envers une meuf pauvre, ou en tout cas issue de pauvres, bah, il faut que ce soit symbolique. Parce que de toute façon, les pauvres, ils ont pas beaucoup d'argent, donc quand on leur en donne un, on va Distribuer leur un en euro donner symbolique, voilà, c'est de c'est la ce que tu veux. charité, on va faire de la charité. Toujours, toujours les bourgeois, dès qu'on touche à l'argent des bourgeois, il faut que ce soit de la charité. Donc moi, j'ai dit: «Non, en fait, ce sera pas symbolique, ce sera Très effectif, il faut contraignant. que pas simplement contraignant, il faut que ça ait un impact. Mmh. Je veux me construire avec quoi, moi, si vous me donnez qu'un dixième de ce que je demande? Mmh. Donc, ça va m'avancer à quoi?» Moi, je pense que vraiment la fracture sociale, elle est très claire entre ceux qui y voyaient un acte symbolique et les gens qui disaient: «Ah, tu vas pouvoir vraiment faire quelque chose. C'est bien pour toi». Tous enfin, les personnes bourgeoises autour de moi ont pas compris que je demandais autre chose que du symbolique. À la fois les personnes qui pouvaient être du côté, heu, des agresseurs, des agresseuses et à la fois les personnes mais ça on s'en fiche, en Mmh. fait, finalement. On peut pas s'attendre à autre chose. Enfin, je sais que dans leur groupe, s'est posé la question de pour qui je me prenais, pour demander, autant. Mais même du côté de personnes qui étaient de mon côté. Oui, moi, c'était ça qui m'avait le plus choqué. Pourquoi je demandais autre chose que du symbolique et cet argent, je devais pas en avoir, utilité. C'est-à-dire que je devrais le reverser. Mais en plus de ça, c'était pas des personnes, pour le coup, ceux qui te reprochaient dans ton camp, qui te reprochaient de toucher cet argent, c'était pas des personnes qui auraient pu vivre ce que tu as vécu. Ah non, non, pas du tout. Parce que pour moi en avoir parlé autour de moi derrière, toutes les personnes qui auraient pu se retrouver à ta place, on t'a dit prends le plus d'oseille possible. Oui, Et profites-en et fais-en quelque chose et que c'est bien. Tous ceux à qui j'en ai parlé qui auraient pu être à ta place, il y avait une forme de réparation par procuration. mmh, Alors que ceux qui auraient pu être ceux qui te donnent de l'argent, ils étaient plus en empathie avec ceux qui t'ont donné l'argent. mmh. Pas de l'empathie, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc de C'est jamais c'est normal qu'une prolo touche de l'argent mmh, d'un bourgeois. c'est ouais et si c'est le cas, il faut que ce soit symbolique.
Il faut que ce soit représentatif de quelque chose, d'autre chose que ta réparation. Il faut que ça te dépasse. Et moi, j'étais, bah non, pourquoi ça devrait me dépasser? Ce qui est très étrange venant de milieux très matérialistes en plus. Mais ils sont pas matérialistes, ces milieux. Ils sont pas Bah, le matérialistes. communisme, c'est une Mais ils sont idéologie pas très matérialiste. communistes. Mais ils sont pas matérialistes. À Bah, quelle heure est-ce qu'ils sont matérialistes? bah t'as dit, ils étaient anarchistes. Ouais, mais non. Ah, Non. c'est hypocrite aussi, anarchiste. C'est symbolique. D'accord. On est tous dans le symbole là, Massika. Ok. Oui, reconcentre-toi. Ok, pardon. On a parlé de quoi? On a parlé de symboles. Ils Ah, sont pas t'as raison, matérialistes. pardon. Donc voilà, donc il y a cette question de la réparation par l'argent qui reste quand même un tabou parce que l'argent est un tabou. Parce que la réparation d'une prolo face à une bourgeoise, c'est quelque chose qui est anormal dans des espaces de lutte sociale. Ce que moi, on m'a reproché, disons ça, en tant que militante et en tant que transfuge, donc pour eux, j'étais dans leur classe sociale, l'argent n'était que un symbole. L'argent, il n'est pas concret. Il n'a pas une conséquence concrète dans ma vie. Vu que je suis une transfuge et vu que maintenant, on est tous pareils. Parce que pour eux, l'argent n'a pas d'importance. L'argent, il vient, il rentre, il sort, il n'est pas important. Sauf quand ils doivent le donner, hein. Ah, quand ils doivent le donner, ça, c'est très important. C'est quand on n'a pas que l'argent, il est central dans ta Ouais, c'est construction. ça. Donc, le fait que je n'accepte pas le symbole, que je dise non, en fait, ça va pas être symbolique, ça va être très concret, très conséquent. Mais les gens n'ont pas compris, ça a bugué. Les bourgeois, ils ont bugué dans leur système. Genre, d'où l'argent, c'est conséquent. Je peux pas juste faire de la charité. Par contre, les personnes qui autour de moi étaient pas bourgeoises, qui connaissent la valeur de... Enfin, qui pèsent ce que peuvent représenter ces sommes, tout ont dit, mais que c'était une Hmm. que c'était une très bonne chose. Mais je pense qu'il y avait aussi un manque. Enfin, les bourgeois, ils font pas tellement pitié dans nos milieux. Hmm. Ce n'est que réparation. Tout l'argent qui va dans ce sens n'est que réparation et redistribution. On va se dire les choses. Donc on va pas les plaindre. Alors, pour terminer, Kaina, Mhm. c'est quoi pour toi être déchaîné? Mais moi, j'ai en tête le fait que quand t'es enchaîné, t'es jamais enchaîné tout seul. Du coup, c'est toujours genre, tu casses le maillon le plus faible pour que la chaîne casse et que les autres suivent. Que les autres personnes puissent se libérer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déchaîne. On espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que vous vous sentez moins seul. Vous retrouverez toutes les ressources citées et les contacts d'urgence dans la barre d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez déchaînés.